j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, j'ai fait le choix de plutôt vous amener dans une circulation dans tout un tas de textes. Je ne vais pas me concentrer sur un texte en particulier, je vais plutôt circuler autour de la question du voyage dans le temps pour en fait questionner les raisons qui font qu'il n'y a jamais véritablement de voyage dans le temps dans le merveilleux scientifique. Il y a plutôt des résurgences du passé sous la forme d'écrans, de sauts temporels, de brèches temporelles, et c'est ce que je vais donc tenter de vous montrer. La phrase de l'Ecclésiaste, c'est parce que vous verrez que poussière, tu redeviendras poussière, hein, cette idée de la mélancolie, elle est vraiment intrinsèque au genre du merveilleux scientifique et plus précisément aux questions de la temporalité, et je vous ai mis en image peut-être le rare récit de voyage temporel, qui est celui d'Octave Béliard, nous y reviendrons, puisque ma question première, c'est un étonnement. Comment se fait-il que tout de même la machine à explorer le temps, traduite par Henri Davray, le traducteur officiel de Wells en 1898, on pourrait s'attendre à avoir florès de textes qui nous parlent de voyage dans le temps? Eh bien, je vais vous décevoir, ce ne sera effectivement pas le cas. Alors Maurice Renard, il avait un ennemi, je suis désolée, c'est Albert Robida. Et je dois forcément le dire, parce qu'en fait, et j'ai fait un rapide tour de table, je crois que personne n'a eu à souffrir de présentations que je suis toujours obligée de faire quand je parle un peu du merveilleux scientifique. Je reprends quelques minutes un peu le fondement du genre, mais je crois que personne n'a déjà entendu cela, donc je vais me permettre de radoter un peu. Et donc Albert Robida, pourquoi il le déteste, c'est important, et vraiment c'est avec beaucoup de cœur. Il dit vouloir démolir Jules Verne, et il dit Robida, je ne l'aime pas du tout. Et pourquoi? Parce que selon Maurice Renard, que vous voyez ici en photo, quand il va écrire son fameux manifeste en 1909, eh bien comme tout texte manifeste, il faut souvent faire un parricide, il faut tuer le père. Et le père naturel, c'est Albert Robida, notamment avec le XXe siècle et beaucoup moins l'horloge des siècles, et Jules Verne. Et ce qu'il n'aime pas chez l'un et chez l'autre, Robida, le côté truculent du XXe siècle, ça ne lui plaît pas du tout, parce que Robida, dans le XXe siècle, si vous avez lu ce texte, c'est une vision vraiment panoramique sur une société du futur, mais où c'est souvent prétexte à un récit de physiologie où on s'amuse avec des types caractéristiques, avec la cocotte, avec différents types de la société du futur fantasmé. Et Jules Verne, pourquoi il ne l'aime pas? Eh bien parce qu'on est beaucoup trop dans l'aventure scientifique à destination d'un public plutôt enfantin. Et Maurice Renard, il avait en grande estime le genre qu'il essayait de bâtir. Il voulait vraiment faire de la grande littérature. Et vous vous doutez bien que si, pour la plupart, vous ne connaissez pas ce genre, eh bien, il a failli à sa tâche. Au fil des années, on a oublié le merveilleux scientifique. Et l'une des raisons majeures, c'est en grande partie, évidemment, la diffusion de la science-fiction américaine, qui vraiment apparaît en bloc dans les années 50 en France, mais dès la fin des années 30, avec des personnalités comme Régis Messac en France, on a déjà un arrivage de science-fiction américaine, et donc notre bon vieux merveilleux scientifique français, il tombe aux oubliettes. Donc vous avez compris, moi j'y ai consacré une thèse, donc forcément ça me tient un peu à cœur, et j'ai vraiment constitué un gros corpus de textes. Il n'y a pas que Maurice Renard, mais Maurice Renard, il est important pour notre parcours. Pourquoi? Parce que ça va vraiment être lui le théoricien. Il va vraiment, pendant quasiment 30 ans, se battre bec et ongle pour essayer de définir ce champ littéraire, ce mouvement. Le mot n'est pas trop fort, il y a des textes manifestes, il y a des prix littéraires, il y a une société. C'est une réunion d'individus qui se reconnaissent dans cette appellation. Et lui, comment il le définit? Donc vous le voyez, on ne retiendra de cette citation que l'idée du sophisme. C'est un texte qui a l'apparence du vrai, mais qui dit le faux. C'est aussi un syllogisme. Il se construit de la manière suivante: si je deviens invisible, alors je peux épier les gens, je peux faire tout un tas de trucs pas très recommandables. Et donc, quand on lit les manifestes de Maurice Renard, vous voyez ici, je vous ai mis la recette romanesque, on peut écrire un roman parfait dont l'ingrédient principal est vraiment le suivant: il faut que mon lecteur, après avoir lu un roman merveilleux scientifique, se trouve changé par sa lecture. C'est une expérience de pensée, et véritablement, il faut qu'il y ait eu une forme de crédibilité telle qu'il se surprenne à croire à l'univers extrêmement vraisemblable, puisque là encore, je vais peut-être vous décevoir, mais il n'y a jamais d'an 3000, en 4000, il n'y a pas de fusée, et très rarement, on est vraiment dans un présent décalé. J'observe le monde contemporain, je modifie une toute petite loi, je deviens miniature, je deviens passe-muraille, je deviens télépathe, et le romancier, à la manière d'un scientifique penché sur une boîte de pétri, regarde ce qu'il va advenir dans la suite de la narration. Donc vous voyez bien qu'à côté de ça, à côté de l'ambition de la science-fiction américaine, le merveilleux scientifique évidemment est complètement balayé aux oubliettes.
Je ne vais évidemment pas rentrer dans le détail de ces romans qui nous éloignent de notre sujet, mais je voulais vous montrer la variété des auteurs. Ils sont scientifiques, ils sont ingénieurs, ils sont romanciers de métier, mais on en a vraiment une très grande variété. Et certains, vous voyez, Maurice Leblanc, étonnamment, il est dans ce corpus-là. On le connaît plutôt pour Arsène Lupin. Eh bien, il a écrit aussi des récits qualifiés de merveilleux scientifiques. Et puis, vous reconnaissez peut-être d'autres noms, du roman d'aventure, Gustave Le Roux, Jean de La Hire, toute une quantité d'auteurs, en tout cas, qui, bien qu'ils n'aient jamais dit « moi, je suis un romancier merveilleux scientifique », eh bien, ils ont épousé certains de ces codes qui étaient donc vraiment, il faut s'imaginer l'époque, très, très disséminés entre les années 1900 et 1930. Vous étiez, alors c'est ce que disaient les romanciers de l'époque, concierge, bourgeois, peu importe. Vous ouvriez un journal comme Paris Soir le matin, vous aviez au rez-de-chaussée un feuilleton merveilleux scientifique. Donc c'était vraiment impossible d'y échapper à l'époque. Je voulais tout de même insister sur cette appellation très curieuse qui, moi, m'avait beaucoup séduite quand je l'ai croisée en 2014 déjà, l'appellation merveilleux scientifique. Elle ne sort pas du tout de nulle part, ce n'est pas une invention de Maurice Renard. Il est très probable que ce soit en référence à deux éléments. D'une part, c'était une expression qui a été utilisée pour déprécier l'écriture d'Émile Zola et son roman expérimental. Et Maurice Renard, qui était attaché à l'utilisation de la méthode scientifique, fait peut-être ici un écho, une réutilisation de cette appellation, mais surtout, cette appellation merveilleux scientifique, elle était employée pour qualifier tout simplement la normalisation du surnaturel. Quelqu'un comme Jean-Martin Charcot, qui intègre l'hypnose à la salpêtrière, eh bien on qualifiait ça à l'époque de merveilleux scientifique. Et donc dès lors, Maurice Renard s'intéresse sans doute à cette expression, puisque dans ses romans et les romans de ses pairs, très souvent, on est dans un processus, comme je l'ai dit, de normalisation du surnaturel. Par exemple, je ne fais pas une séance de table tournante où je parle avec des esprits, j'ai inventé une machine qui me permet de voir dans la 4e dimension, et ce sont des créatures sur un autre plan. Et bien vous voyez bien, du coup, le surnaturel, le conte de fées est rationalisé, et donc on entre vraiment dans un récit merveilleux scientifique. Et je voulais simplement, ça vous le dire brièvement, parce que c'est tout à fait intéressant, Maurice Renard récusait aussi le terme anticipation, il n'aimait pas du tout. Il l'a dit en 1925, voilà, moi je préfère déborder, donc on a vraiment cette idée de présent légèrement décalé, mais ça ne m'intéresse pas de sauter dans le temps. Donc je vous l'ai dit, mon postulat est le suivant, c'est un étonnement premier, celui de se dire, dis donc, comment ça se fait que ce récit du voyage dans le temps, qui aurait pu être vraiment l'expérience de pensée suprême, est complètement oblitéré au profit d'un autre dispositif que j'ai appelé modestement un espèce de feuilletage du temps. Puisque vous allez voir, c'est vraiment le contexte scientifique et technologique qui va innerver les représentations de la visibilité du temps. Vous allez retrouver des imaginaires touchant à la chronoscopie, touchant à la cinématographie, touchant au folioscope, vous savez, le petit livre qu'on bouge avec le pouce et les feuilles s'agitent. C'est vraiment ça qui influence la question de la visibilité du temps et pas du tout l'idée de grimper dans une machine et de faire un voyage, en fait, au fil du temps. Je vais d'abord vous rappeler en quoi, en vérité, le voyage immobile nous aide à comprendre l'absence de voyage dans le temps. Et puis ensuite, je vous présenterai rapidement deux scansions. L'idée de rejouer le temps, l'obsession des récits merveilleux scientifiques, c'est de voir le passé pour mieux comprendre le présent. Et souvent, il y a une intrigue policière qui, évidemment, justifie cela. Et puis, dans un second temps, je vous parlerai non pas de voyage dans le temps, mais de traversée du temps, où généralement les personnages s'arrachent au temps présent, vont dans le futur à contre-cœur et se disent « mais c'est pas du tout ma temporalité, je préfère me suicider, je préfère tomber en catalepsie, je préfère quitter cette temporalité ». Donc Voyage immobile, je vous l'ai dit, c'est le titre qui est donné à un roman de Maurice Renard en 1908, pas du tout au sens où je l'entends dans ma communication. Lui, il l'utilise pour parler d'un aéronef qui est stationnaire au-dessus de la Terre continuant de tourner, et bien notre personnage fait un tour du monde sans avoir à bouger. Et donc cette appellation de voyage immobile, pourquoi elle m'intéresse? C'est parce qu'en fait, elle permet vraiment de synthétiser un grand pan de thématiques qui sont communes à tout un tas de récits merveilleux scientifiques. Et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas central au sujet que je veux traiter, mais je veux vraiment vous inviter à constater le fait qu'à la fois la lecture des pensées et le thème du voyage intérieur, par exemple, qui sont extrêmement répandus dans cette sphère du merveilleux scientifique, eh bien tous les deux, ils nous offrent véritablement une forme de voyage immobile. Je n'ai pas besoin d'aller sur Mars, sur Vénus ou en l'an 4000 pour voyager. Je n'ai pas besoin, à la manière de Jules Verne, de faire un voyage Kirkoum terrestre et de vivre tout un tas de péripéties trépidantes dans la jungle, à bord d'un avion, à bord d'un train. Je peux devenir tout petit. Eh bien, mon monde a changé. Je vois le monde différemment, mon œil est dessillé. Et ça, j'ai sauté la slide parce que je me dis déjà qu'on n'aura pas le temps. Mais il faut vraiment dire que les images optiques, les métaphores optiques et technologiques, ça obsède complètement Maurice Renard. Et il dit tout le temps, moi, mon roman, c'est quoi? C'est je monte sur un monticule, je regarde la ville en contrebas, je la regarde différemment.
Il fait souvent référence à une rencontre qui aurait été, c'est un peu sa mythologie personnelle, hein. Il aurait en fait enfant vu un aquarium sur lequel nageait en surface un canard et il s'est rendu compte qu'il pouvait le regarder de côté, de face, par-dessus, par en dessous. Et il dit ça, c'est vraiment une métaphore du roman merveilleux scientifique. Il vous aide à regarder votre présent tout simplement d'une manière différente. Et donc cette idée de voyage immobile, hein, vous changez de taille, vous changez de faculté, vous regardez le présent autrement, c'est commun à tout un tas de thématiques, lecture des pensées, voyage intérieur, infiniment petit, etc., etc. Donc notre première scansion, elle va toucher vraiment à la question de rejouer le temps. C'est vraiment autour de cette thématique que vont se figer tout un tas de romans merveilleux scientifiques ayant trait au temps. Et c'est surtout l'esthétique de la faille temporelle qui va être primordiale. Et je n'ai pas mis l'accent dessus, mais elle va aussi, au sein de la culture visuelle du merveilleux scientifique, apparaître sous la forme de vignettes, d'incursions dans le texte, d'éléments paratextuels. L'image va tenir évidemment un rôle d'évocation de ce passé qui tout d'un coup affleure dans le cadre du roman. Vous avez compris que j'ai aussi un attachement au contexte scientifique et technologique et je vais picorer un petit peu, à chaque fois vous rappeler pourquoi tel élément probant dans l'univers romanesque est né tout simplement à la faveur de sujets extrêmement prégnants dans l'histoire des sciences et des techniques de l'époque. Donc la chronoscopie, qu'est-ce que c'est? On a déjà un peu abordé ce thème. C'est tout simplement cette croyance portée en grande partie par Camille Flammarion, selon laquelle, puisqu'on commence à comprendre que la lumière met un certain temps à nous parvenir, eh bien en toute logique, si on possède un écran géant, si on possède une machine qui est capable de filtrer les rayons, on pourrait, hypothétiquement évidemment, capter une image du passé et donc être capable de rejouer le film du passé. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la chronoscopie. Et là, je vous ai mis une illustration réalisée par Henri Lanos. Hein. C'est dans un article de Camille Flammarion. On voit cette idée d'une Terre qui est entourée, alors ce n'est pas des hologrammes, ce n'est pas des nuées, c'est une projection qui, soi-disant, permettrait de voir là une course de chars antiques, puisque les rayons lumineux se propagent et utilisent cette planète comme un écran. C'est pas pour rien que cette question de la visibilité du passé, elle imprègne tant le mouvement merveilleux scientifique, je vous l'ai dit, c'est à la collusion de tout un tas de croyances, d'inventions et de recherches. La chronoscopie en est une, évidemment, mais il y a aussi ce qu'on appelle la psychométrie. Alors la psychométrie, c'est un terme barbare pour désigner ce que vous avez tous déjà vu si vous avez vu la série Medium. Patricia Arquette, elle pose sa main sur le mur, elle fait oh, ou alors elle se tient le front, et voilà. Voilà, ça c'est la psychométrie. Je suis sensitive, j'ai une vision, je vois le passé, je vois plus souvent le futur, c'est un peu plus chouette pour la narration, mais la psychométrie c'est ça. Je vais dans une maison, je touche un mur, j'ai une remémoration, une réminiscence du passé, et vous voyez bien entre chronoscopie et psychométrie plutôt surnaturelle, et bien tout ce gloubi-boulga se mélange, touché aussi par le folioscope, par la vision par optique, qui est une croyance en fait selon laquelle on aurait, c'est Jules Romain qui était persuadé qu'en fait tout le monde est sensitif, on aurait sur notre peau des ocelles, des mini-yeux, et si vous mettez un bandeau, on vous attaque au poignard, les mini-yeux voient l'attaque et vous arrivez à contrecarrer. C'est évidemment complètement factice, mais vous voyez bien que tout ça mis ensemble, effectivement, crée un contexte favorable, effectivement, à tout un tas de récits dans lesquels on a des brèches temporelles. Donc je vais vous en énumérer quelques-uns, essayer à chaque fois de vraiment vous restaurer l'essentiel de ces histoires et l'intérêt qu'elles ont dans ce corpus. Ici, vous en avez une de Maurice Renard, une des rares qui a été traduite dans un pulps américain. Et vous voyez ici l'illustration. Hein. Alors, que sont ces êtres étranges avec des ailes? Ce n'est pas des extraterrestres. Eh bien, selon Maurice Renard, ce sont des, j'ai oublié le titre, des pithécanthropes. C'est ça? Non, c'est des ptéropithécanthropes, puisque ce sont des ancêtres, un chéneau manquant, hein, ce seraient des pithécanthropes qui sont dotés d'ailes. Et donc, nos personnages, il faut s'imaginer qu'on a, je crois, un archéologue et un botaniste, ils se promènent, ils font une petite promenade digestive, et ils tombent sur une brèche temporelle. Et donc, le botaniste dit, mais moi, je reconnais, c'est une plante préhistorique, étrange, etc. Et donc, ils se disent, oh, on est en train de voir une scène du passé. Et donc, ils sont complètement éberlués, ils la regardent avec admiration. Il y a tout un imaginaire de lanterne magique, de cinématographie, cette idée d'être spectateur d'une image qui est donc rejoué en accéléré, et bien mal leur en fait, puisqu'en fait, le ptéropithécanthrope, il passe la brèche, il les attaque, et là, on a un truc typique d'un épisode de Twilight Zone, hein, il attrape la montre d'un des personnages, on le tue, et évidemment, à la fin de la brèche temporelle, on se rend compte que le squelette qu'on retrouve tient encore dans sa main la montre, ce qui prouve que les ptéropithécanthropes sont bien les ancêtres, le chaînon manquant de l'humain. Et ça, cette idée du chaînon manquant, on l'aura dans tout un tas d'histoires, cette idée qu'une petite brèche, une petite incursion sur le passé nous permet de révéler quelque chose d'une relecture, évidemment, de la théorie de l'évolution de Darwin.
Mais là, vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est bien, dans une perspective d'archéologie des médias, ce qu'on appelle pompeusement l'écranologie. Cette idée de la matérialité, tout simplement, des dispositifs qu'on utilise pour jouer une image, rejouer une image. Et là, vous voyez, il s'agissait... Alors, c'est décrit comme un brouillard sur la colline. On rentre dans un brouillard, on voit l'être, le chaînon manquant qui apparaît, mais vous avez d'autres récits qui vont vraiment mobiliser des appareils connus du lecteur. Là, vous avez par exemple une lanterne magique. C'est un récit de René Thévenin, un grand auteur de récits d'aventure. Et bien tout simplement, le tout petit professeur que vous voyez en haut, il est en train de projeter une image qui nous montre un dinosaure. Et là, c'est dans une visée didactique. Il s'agit d'enseigner des images du passé à son petit élève, sauf que là où ça devient intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout comme dans l'abbé Mauroy, qui utilisait des projections pour enseigner des choses, effectivement, lors de séances de lanterne magique. Elles sont censées être en live stream. On est vraiment en train de voir ce qui se déroule dans un espèce de présent parallèle jurassique. Et donc, des auteurs comme Maurice Renard, par exemple, vont capitaliser sur cette idée de la cinématographie du temps, et c'est pour ça que je vous avais parlé à la fois de chronoscopie, de folioscope, de psychométrie. Il a été numérisé. Vous l'avez sur Wikisource aussi, Le Maître de la Lumière, qui est un roman un peu désabusé de Maurice Renard. On est dans les années 30, ça fait plus de 20 ans qu'il essaie de faire connaître son genre. Il est un peu dégoûté de ne pas être connu. Dans ses archives, j'ai eu beaucoup de petits papiers désabusés où il dit voilà, je souris d'un sourire triste, etc. Donc, il faut se dire à ce moment-là, il n'est pas très bien dans sa vie, mais il va donc hybrider le merveilleux scientifique avec un récit policier, et il imagine tout simplement une plaque de luminite. Alors pour quiconque a déjà lu de la science-fiction américaine, le principe du slow light, ça n'a rien vraiment de complètement imaginatif. Il imagine donc cette fenêtre que là vous voyez sur la couverture, elle est capable, son nom c'est la pierre qui se souvient en fait. C'est une espèce de matière calcaire, bizarre, un peu folklorique, on ne sait pas trop. Ce qui est intéressant c'est qu'elle n'est pas scientifique en tout cas. Et quand la lumière la traverse, eh bien à la manière, vous voyez, de la dendrochronologie des arbres en quelque sorte, les rayons lumineux vont s'imprégner dans la matière, et si vous cassez en millefeuille en fait cette fenêtre, vous pouvez revoir, c'est pour ça que je vous parlais du folioscope un peu plus tôt, des images du passé, et dans le cas de ce roman, essayer de résoudre un crime. Là où c'est très intéressant, et j'aurai pas le temps de rentrer en détail dedans, c'est que c'est vraiment un trope qu'on a très souvent dans ces romans-là, l'image est déceptive. Vous voulez lire les pensées des gens? Eh bien non, vous êtes complètement fichu, puisque quand on pense, on a l'image, on a la petite voix antérieure, et donc on peut aussi avoir une pensée qui nous échappe, on ne pensait pas vraiment cela. Et bien de la même manière, quand vous regardez une image du passé, eh bien coup de malchance, dans ce roman, la fenêtre était mal orientée, donc on croit qu'un des personnages est effectivement l'assassin, et bien ce n'était pas du tout lui, et ce sera un perroquet en fait qui révèle à la fin du roman la véritable identité du criminel. Donc on voit bien que Maurice Renard, qui se moque quand même de son dispositif futurologique, c'est quand même une manière de montrer effectivement à quel point il est désabusé. Et je ne rentre pas dans le détail, mais vous aurez beaucoup d'autres romans qui utilisent vraiment l'idée de la cinématographie. Et peut-être que vous connaissez le roman Les Trois Yeux de Maurice Leblanc. C'est la même idée, un dispositif calcaire. On a des Vénusiens qui nous bombardent d'images en permanence parce qu'en fait, ils veulent rentrer en communication avec nous. Et ça, c'est vraiment un imaginaire qu'on a en force depuis les années 1880, depuis qu'on a vu les canaux sur Mars et depuis que Marconi a prétendument reçu 3 points par les ondes hertziennes, on est persuadé que les extraterrestres nous parlent, et là par chance ils nous parlent avec des images, et ils nous envoient tout un tas d'images complètement mythologiques, la décollation de Louis XVI, la crucifixion du Christ, etc. Et c'est une manière de dire on vous observe depuis la nuit des temps, on vous communique, et ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a tout un dispositif de cinématographie où les extraterrestres parlent avec un pré-logo, ils ont leur logo avec 3 yeux extraterrestres, il y a tout un dispositif de visualisation qui est vraiment travaillé. Je passe plus vite sur ce dispositif que je pense que vous connaissez déjà. Si vous avez vu le film Wild Wild West avec Will Smith, vous vous rappelez peut-être de cette scène très marrante avec la tête décapitée. Et Will Smith qui dit « mais c'est une tête » parce qu'en fait il est absolument dégoûté à l'idée qu'on ait décapité une tête, qu'on l'ait retournée pour pouvoir projeter, c'est complètement factice, la dernière image imprimée sur sa rétine. Il faut savoir que cette idée complètement délirante selon laquelle si là vous mourrez devant moi, la lumière est très vive et je protège votre œil, je l'énucle, je le mets dans une solution d'Alain, enfin je connais plus ou moins la technique maintenant, mais c'est totalement faux, je pourrais soi-disant récupérer la dernière image imprimée sur votre rétine. C'est complètement faux, ça ne fonctionne pas du tout. Et pourquoi cette théorie est née? C'est simplement à la faveur de la compréhension de la physiologie oculaire, puisque dans les années 1870, on a compris que dans votre œil, eh bien, ça ne fonctionne pas à la manière d'une caméra obscura, c'est tout simplement le principe du pourpre rétinien. La lumière rentre dans votre œil et il va blanchir la rhodopsine, et en fait, votre œil il fonctionne à la manière d'un laboratoire photographique. Et en fait, quand on découvre ça, vous vous doutez bien, pour les romanciers de l'époque, c'est vraiment un tournant en fait, pour eux, un tournant imaginaire, et ils se disent, mais ça veut donc dire qu'on pourrait imprimer la dernière image qui s'est imprimée sur l'œil.
Et on aura quantité de récits, dont notamment ces trois-là, Jules Verne aussi, les frères Kipp, mais aussi Villiers-de-l'Adam, Jules Claretie, qui vont s'essayer à des récits plutôt policiers, dans lesquels, pour connaître le passé, eh bien, on imprime la dernière image qui est venue s'imprimer sur la rétine. Mais rappelez-vous, je vous ai dit que souvent les images akeiropoiettes, non faites de main d'homme, dans les récits merveilleux scientifiques, elles nous trompent, elles ne disent pas le vrai. Et ça, il faudra le retracer dans toute une histoire de l'objectivité. Il y a eu en histoire de l'art des bouquins de Galison, il y a eu beaucoup de commentaires sur la question de l'objectivité. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe. Dans un récit comme L'Accusataire, le commissaire Bernardet, il est très content, il descend au laboratoire d'anthropométrie criminelle. Donc vous voyez bien, il y a tout un lien avec le bertillonnage aussi, l'idée de cartographier le corps. Et en fait, il imprime l'image imprimée donc sur la rétine et il croit que c'est l'assassin, mais en fait c'est simplement le meilleur ami. Et au moment de mourir, la victime avait tenu le portrait de son meilleur ami pour le regarder une dernière fois. Et donc évidemment, ça finit tout à fait mal. Dans les quelques minutes qui nous restent maintenant, je vais vraiment vous parler de voyage temporel, mais d'un saut temporel, un rebond temporel, et c'est précisément parce qu'il n'y a pas eu le voyage dans la temporalité, et que souvent nos personnages se réveillent complètement éberlués comme Blanche-Neige, ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas ce qui se passe, qu'il y a cet arrachement à la condition première, et qu'ils sont malheureux, qu'ils sont tristes, qu'ils sont mélancoliques, et qu'ils se disent, l'expression est très belle, je crois l'avoir mise sur un slide, ils se disent évadés du temps, ils se disent personnages anachroniques. Donc ça, je passe parce que je me dis on n'aura pas du tout le temps. Mais sachez que cette question de l'au-delà, de cette idée d'un temps habité par des créatures chez nous manquants, des créatures du futur, c'est aussi quelque chose à intégrer à cette question des temporalités. Je m'arrête juste sur un texte très intéressant, L'œil du purgatoire de Jacques Spitz, que je vous conseille vraiment, un très très beau texte, bien que Jacques Spitz soit un peu le chaînon manquant entre la science-fiction française et la science-fiction américaine, à mettre avec Barjavel, à mettre avec notamment Messac, il est vraiment imprégné par le merveilleux scientifique, et donc c'est vraiment un auteur qu'on peut inclure dans ce corpus. Et lui, il nous parle très joliment de voyage dans la causalité. Puisqu'en fait, son héros, qui est un peintre absolument dépressif, il a l'œil imprégné de microbes qu'il ne sait pas être des microbes anticipateurs, et il est capable de voir le futur. Et malheureusement pour lui, encore une fois, c'est une condition qu'on lui a imposée. Il n'a pas grimpé sur la machine de Wells, il n'est pas allé en l'an 4000. Il voit, comme vous et moi, il voit tout vieilli. Et là, je vous ai mis plusieurs citations. Il voit sa concierge comme un cadavre, il voit le chien complètement mort qu'elle promène, il dit « mais votre chien, il est mort » et elle le regarde comme s'il était complètement attardé. Et en fait, on se rend compte que plus les microbes se multiplient dans son œil, plus il voit loin dans la temporalité. Et évidemment, c'est au début une condition magnifique pour un peintre, puisque c'est complètement fou de pouvoir voir le futur. Et en fin de compte, la dépression ne s'arrange pas du tout. Il est très, très triste de cette condition. Quelques mots donc sur ces fameux personnages évadés du temps. Je vous avais juste mis une slide pour vous dire si, il y a quand même quelques récits qui nous parlent de voyage dans le temps, notamment Aventure d'un voyageur qui explora le temps d'Octave Béliard. Petit clin d'œil à Wells dans ce roman, puisqu'au tout début, le personnage qui a inventé la machine à voyager dans le temps dit « Moi, j'ai inventé ma machine bien avant Wells ». Donc Wells, je suis sûre qu'il connaît mon invention, il m'a copié. Et c'est une histoire en circuit fermé. Les deux frères, tout simplement, retournent dans le passé et on se rend compte qu'ils étaient Rémus et Romulus. Donc cette idée que c'était destiné à arriver. Je vais juste vous montrer avec une évocation des titres. Je voulais quand même vous dire, comme on parlait de métempsychose hier, qu'il y a tout un tas de moyens variés de voyager dans le temps, de sauter dans le temps plutôt dans le merveilleux scientifique. Il y a la réactualisation du voyage autour de ma chambre, cette idée de rêverie interne, je regarde des objets autour de moi, donc je voyage dans le temps. Vous en avez différents exemples ici. Il y a aussi la stratégie typiquement flamarionesque. Alors, je ne sais pas si vous saviez que Flammarion, il aimait regarder les étoiles et il se plongeait dans des transes très étranges pour, soi-disant, aller sur Uranie, porté par sa muse, etc. Eh bien, on a aussi ça dans les BD de l'époque. On a aussi la catalepsie qui est à mettre en relation avec la métempsychose, même s'il n'y a pas de sortie de corps. Et puis, on a aussi la question d'une espèce de momification, et c'est sur cela que je terminerai. Je vous ai mis un petit récit sous image. C'est un inventeur qui travaille à une matière un peu exotique juste avant l'explosion du Vésuve. Il va être enfermé en fait dans sa matière pendant des siècles et des siècles. Il est réveillé à la temporalité moderne et en fait il se dit mais je suis complètement dépassé, ma science ne vaut plus rien, je préfère m'endormir. Et à la fin de la BD, il se replonge dans son espèce de plombage. Et puis une histoire très mélancolique et très belle, une nouvelle qui s'appelle L'histoire étrange de Françoise. Et bien notre pauvre Françoise, en fait, on est dans une espèce de France indéfinie. La France est troublée par tout un tas de guerres civiles.
elle est tombée en syncope et son père, qui est un inventeur, se dit je ne peux pas la laisser comme ça, je vais un peu la momifier. Je pense qu'il n'en a pas vraiment conscience, il l'enduit, il met des huiles, etc. Elle se réveille dans une temporalité indéterminée où les êtres du futur lui disent bah tu peux être ravi, il y a enfin la paix universelle, on a colonisé la lune, etc. Et elle n'a qu'une envie, c'est se rendormir puisqu'elle a vu quelques objets qui étaient des objets de son passé et elle veut retourner en fait dans une espèce de catalepsie, de rêverie complètement intemporelle qui la ramènerait à son père. Donc voilà ma conclusion, hein. Donc très peu de voyages dans le temps, et on pourrait s'en étonner puisque Wells évidemment était connu et révéré par certains auteurs du merveilleux scientifique. Évidemment, on pourrait avoir des intrus qui me révèlent que ma théorie est fausse et qu'il y a peut-être un corpus plus grand. Pour l'instant, je n'en ai pas trouvé, et prétendument, je pense qu'il faut vraiment attendre Le Voyageur imprudent de René Barjavel pour avoir une réflexion française vraiment aboutie sur la question du paradoxe temporel et du fameux paradoxe du grand-père. J'ai cherché à vous mettre en évidence très brièvement la manière dont l'expression voyage immobile peut nous aider à penser cette absence de voyage dans le temps. Je reste dans ma temporalité et je vois le temps par brèche, je le vois par métempsychose, par catalepsie. Et puis cette idée que ce qui va prédominer, c'est la visibilité du temps. Et pourquoi ? Eh bien, c'est parce que le modèle merveilleux scientifique, il est vraiment en osmose avec le contexte scientifique et technologique qui est le sien. Et donc, c'est pas du tout étonnant qu'on s'intéresse moins à des machines délirantes et qu'on essaye beaucoup plus de mobiliser cinématographie, folioscope et ce genre de dispositifs. Et puis enfin, donc retenez sans doute cette mélancolie qui vraiment frappe beaucoup de ces textes. Même quand on se retrouve dans le futur, eh bien, on n'a qu'une seule hâte, c'est de retourner dans le présent et dans le temps qu'on connaît. Et si vous voulez en savoir plus, ma thèse sort en septembre et j'ai plein de chapitres sur plein de choses que je vous ai dit, donc il y aura des occasions de revoir un peu tout cela. Merci.